Après un accident de route de montagne, une jeune femme a disparu. Son père, un amiral de la marine décorée, a appris à mobiliser des équipes de recherche à travers 3 comtés. Des dossiers de l'hôpital ont montré qu'elle avait été projetée du véhicule, blessée et saignant. Mais quand les secouristes sont arrivés, elle était partie pendant que des centaines cherchaient autoroutes et hôpitaux. Elle était couchée dans la cabane d'un étranger, à peine vivante. L'infirmière qui l'avait trouvée n'avait pas de signal téléphonique, aucun moyen de savoir que l'armée déchirait la région cherchant cette femme. Quand ils se sont finalement rencontrés, l'amiral n'a pas offert de remerciements la façon dont vous vous attendriez. Ce qui s'est passé ensuite a exposé une vérité qui a changé toutes les 3 vies pour toujours. Avant que nous continuions, veuillez vous abonner à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Anna Chun avait toujours été une dormeuse légère. Des années de quart de nuit à l'hôpital général du comté avaient entraîné son corps à se réveiller au moindre son. Le bouton d'appel d'un patient, le bip d'un moniteur, le traînement de pas le long d'un couloir d'hôpital. Mais ici dehors, à 40 miles de la ville la plus proche, dans une cabane nichée entre les montagnes et le silence, il n'y avait rien pour se réveiller. Juste le vent dans les pins, le cerf occasionnel traversant sa propriété, le genre de paix qu'elle avait passé 2 ans à chercher. Alors quand le coup est survenu à 2 heures du matin, 12 au début, puis désespéré, puis à peine là du tout, les yeux d'Hannah se sont ouverts brusquement avec le genre de terreur qui ne vient que quand vous savez que quelque chose est terriblement, terriblement faux. Elle a jeté sa couverture et s'est déplacée rapidement à travers la cabane sombre. Ses instincts d'infirmière calculant déjà les possibilités. Randonneur perdu, panne de voiture, quelqu'un d'ivre qui s'était égaré de la route forestière. Elle n'avait pas peur. Elle avait vu trop de choses dans les salles d'urgence pour être ébranlée par un coup à la porte. Mais quand elle l'a ouverte, la vue qu'il a rencontrée l'a arrêtée net. Une jeune femme se tenait, chancelante, dans l'embrasure de la porte, à peine debout, une main pressée contre le cadre pour l'équilibre. Son visage était maculé de sang, une profonde entaille allant de sa tempe à sa ligne de cheveux. Son bras gauche pendait à un angle non naturel. Ses vêtements étaient déchirés, de la saleté et du verre incrusté dans le tissu. Mais ce sont ses yeux qui ont le plus frappé Anna. Larges, flous, luttant pour rester ouverts comme quelqu'un combattant, pour rester conscient contre une marée qui les tirait vers le bas. Les lèvres de la femme bougeaient, formant des mots qui ne venaient pas. Puis ses genoux ont fléchi. Anna l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le poche. La femme était plus lourde qu'elle n'y paraissait, un poids s'écroulant dans les bras d'Anna. Elle l'a traînée à l'intérieur, claquant la porte derrière elle, et l'a posée sur le canapé. Ses mains bougeaient en pilote automatique, vérifiant le pouls au cou de la femme, ferme mais irrégulier, penchant sa tête pour vérifier ses voies respiratoires, examinant la blessure à la tête, le saignement ralentissant déjà, mais le gonflement était en colère et frais. « Hé !» dit Anna, sa voix calme, la voix qu'elle utilisait avec les patients traumatisés. « Hé, pouvez-vous m'entendre? Quel est votre nom? » Les yeux de la femme ont battu des paupières juste un instant. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, un murmure à peine audible. « S'il vous plaît, puis rien. » Anna a travaillé vite. Elle a attrapé sa trousse médicale dans le placard, celle qu'elle avait gardée remplie même après avoir quitté l'hôpital, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Gaze, antiseptique, fermeture et papillon. Elle a nettoyé la blessure à la tête, ses doigts stables malgré l'adrénaline qui traversait son corps. La femme bougeait occasionnellement, gémissant doucement, mais ne se réveillant jamais complètement. Anna a attelé le bras, l'a enveloppée soigneusement puis l'a couverte de couverture, et s'est assise en arrière, regardant le lever et la chute de sa poitrine. Elle n'avait aucune idée de qui était cette femme, aucune idée de ce qui lui était arrivé. Aucune idée qu'en lui sauvant la vie ce soir, elle venait de mettre en mouvement une chaîne d'événements qui amènerait le poids total de la marine des États-Unis à s'écraser sur son coin tranquille
et oubliée du monde. Lena Morrison, 29 ans, avait appris à vivre avec le silence. Pas le genre confortable qui vient de la solitude, mais le genre lourd qui s'installe quand les gens qui devraient remplir votre vie ne sont simplement plus là. Sa mère était partie depuis 3 ans maintenant. Cancer rapide et sans pitié. Et en ces 3 ans, Lena avait découvert que le chagrin ne prend pas seulement la personne que vous aimiez. Il prend l'architecture de votre monde entier. Son père avait aimé sa mère désespérément. Tout le monde le savait. Mais quand elle est morte, quelque chose en lui s'est complètement éteint. Il s'est jeté dans son travail avec une férocité qui ressemblait à de la force, mais qui se ressentait comme de l'abandon. Vice-amiral Richard Morrison, officier de marine décoré, respecté par des milliers, indisponible pour la seule personne qui avait le plus besoin de lui. Leurs appels téléphoniques sont devenus mensuels, puis sporadiques, puis rien d'autre que des SMS de vacances péremptoires. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Des mots qui disaient tout et rien du tout. Lena se disait qu'elle comprenait. Il traitait son chagrin de la seule façon qu'il connaissait. Mais comprendre ne rendait pas la solitude plus facile. Elle se réveillait certains matins et réalisait qu'elle n'avait pas parlé à une autre âme depuis des jours. Elle s'asseyait à des tables de dîner prévues pour 2 mangeant seuls, se demandant si c'était juste ce qu'était la vie maintenant, une série de pièces vides et de conversations non ouvertes. Puis un mardi matin qui ressemblait à tous les autres mardis matins, son téléphone a vibré avec un message de l'assistante de son père, la commandante Patricia Wells. Le message était court, presque trop désinvolte pour le poids qu'il portait. Ton père a posé des questions sur toi. Lena a fixé ces 6 mots pendant 20 minutes. Poser des questions sur elle, ne pas appeler, ne pas la contacter lui-même, mais poser des questions. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et après 3 ans de rien, quelque chose ressemblait à tout. Elle a pris la décision impulsivement, la façon dont vous le faites quand vous avez trop réfléchi pendant si longtemps que l'action devienne le seul moyen d'avancer. Elle a fait un petit sac pour la nuit, a demandé du temps libre à la firme de marketing où elle travaillait et a cherché des directions vers la base navale à 200 miles au nord. La route l'a emmenée à travers les montagnes, un col sinueux qu'elle n'avait jamais conduit auparavant. Mais le GPS promettait que cela ferait gagner 1 heure. Alors qu'elle conduisait, vitres baissées, l'air froid se précipitant à travers la voiture, elle répétait ce qu'elle dirait. « Tu me manques » semblait trop vulnérable. « Pourquoi m'as-tu exclu » semblait trop accusateur. Peut-être juste « je suis là » serait suffisant. Peut-être que se montrer dirait ce que les mots ne pouvaient pas. Elle imaginait son visage quand elle entrerait dans son bureau sans prévenir. Surprise, peut-être soulagement. Espérons, peut-être même des larmes, bien qu'elle n'ait jamais vu son père pleurer, pas même aux funérailles. Elle n'avait aucun moyen de savoir que cette décision de finalement voir son père. Cette fragile tentative de reconstruire ce qui avait été brisé mènerait à la pire et à la meilleure nuit de sa vie. La route de montagne a viré brusquement devant. Lena a à peine vu le camion se mettre en portefeuille à travers les 2 voies jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a claqué les freins, les pneus ont crié contre l'asphalte, puis le métal a crié. Le verre a explosé. Le monde est devenu un violent kaléidoscope de mouvements et de sons alors que la berline de Lena a dérapé hors de l'autoroute, tournant 1 fois, 2 fois, avant de s'écraser contre la glissière de sécurité avec une force qui lui a coupé le souffle. Sa tête a craqué contre la vitre latérale du conducteur. Une lumière blanche a éclaté derrière ses yeux. La ceinture de sécurité lui a mordu la poitrine alors que la voiture a fait une dernière embardée, puis s'est arrêtée, le moteur sifflant et tic-tac dans le silence soudain et terrible. Pendant un instant, Lena ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser. Ses oreilles sonnaient d'un gémissement aigu qui noyait tout le reste. Du sang coulait chaud le long de son visage, s'accumulant dans le col de sa chemise. Elle a essayé de lever son bras gauche et a haleté. Douleur vive et immédiate, irradiant de son épaule à ses doigts.
cassée ou disloquée. Elle ne pouvait pas dire. L'odeur l'a frappée ensuite. De l'essence âcre et reconnaissable, s'infiltrant dans l'habitacle de quelque part sous le capot froissé. Cette odeur a traversé le brouillard dans son cerveau plus vite que tout le reste n'aurait pu le faire. Elle devait sortir. Maintenant, elle a tâtonné avec la ceinture de sécurité, sa main droite tremblant si fort qu'elle pouvait à peine saisir le déverrouillage. Quand il s'est finalement libéré, elle a poussé la porte ouverte avec son épaule et est à moitié tombée, à moitié rampée sur l'accotement de gravier. Ses jambes vacillaient sous elle. Le monde s'est incliné et a tourné. Elle a pressé une main sur sa tête, a senti la chaleur collante du sang et s'est forcée à continuer de s'éloigner de la voiture, de s'éloigner de la route, dans les arbres. Elle ne savait pas où elle allait, ne pouvait pas penser assez clairement pour former un plan. Son corps fonctionnait par pur instinct de survie, un pied devant l'autre, trébuchant à travers les broussailles et sur les troncs d'arbres tombés. Des branches lui ont griffé le visage. Des racines lui ont attrapé les pieds. Elle est tombée 2 fois. La deuxième fois si fort qu'elle a pensé qu'elle ne pourrait pas se relever, mais elle l'a fait parce que quelque part au fond de la partie animale de son cerveau. Elle savait que s'arrêter signifiait mourir. L'obscurité était absolue. Pas de lampadaire, pas de lune, juste la faible silhouette des arbres contre un ciel sans étoiles. Elle n'avait aucune idée du temps qu'elle avait marché. 10 minutes, 30, 1 heure. Le temps s'était effondré en un seul impératif. En avant. Continuer d'avancer. Puis, à travers les arbres, elle l'a vu. Une lumière faible et dorée scintillant comme une bougie dans une fenêtre. Une cabane, petite et patinée, nichée dans une clairière qu'elle n'aurait jamais trouvée sans cette seule lumière brûlant dans l'obscurité. Cela ressemblait à du salut. Lena a chancelé vers elle, sa vision se rétrécissant en tunnel. Cette lumière, la seule chose la gardant consciente. Elle a atteint les marches du porche, a levé sa main, a frappé 1 fois, 2 fois. Sa force était partie, ses genoux ont fléchi. Vous souvenez-vous de ce message texte? Ton père a posé des questions sur toi. Il était sur le point d'obtenir une réponse qu'aucun d'eux n'attendait. La porte s'est ouverte et Lena est tombée en avant dans les bras d'une inconnue. Hana-chan n'avait jamais prévu de disparaître dans les montagnes. À 30 ans, elle était censée construire une carrière, peut-être une famille, s'enraciner quelque part qui avait du sens. Mais sens avait cessé d'avoir du sens quelque part autour de sa 7e année en tant qu'infirmière aux urgences à l'hôpital général du comté. Elle avait été bonne dans son travail, exceptionnelle même. Ses collègues l'appelaient la main ferme, l'infirmière que vous vouliez quand un cas de traumatisme arrivait aux portes à 3 heures du matin, quand le chaos menaçait d'engloutir toute l'équipe. Anna ne paniquait jamais, ne figeait jamais. Elle traversait les crises avec une compétence tranquille qui faisait que tout le monde autour d'elle se sentait plus en sécurité. Mais ce que personne ne voyait, c'était le coût. Le poids de chaque vie qu'elle ne pouvait pas sauver. Les visages des patients qui mouraient pendant qu'elle tenait leurs mains, murmurant que tout irait bien quand ils savaient tous les deux que ce ne serait pas le cas. La famille à qui elle devait dire que leur fille, leur père, leur enfant étaient partis. L'accumulation implacable de la souffrance humaine qu'elle absorbait quart après quart, année après année, jusqu'à ce qu'un jour elle se réveille et ne puisse pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait ressenti quoi que ce soit. L'épuisement professionnel. Le thérapeute appelait ça « fatigue de compassion », comme si donner ces noms cliniques à l'engourdissement le rendait plus facile à supporter. Alors elle est partie. Pas dramatiquement, pas de lettre de démission en colère ou de crise de nerfs dans la salle de repos. Elle a simplement donné son préavis, a vendu la plupart de ses affaires et a utilisé le petit héritage de sa grand-mère pour acheter cette cabane à 40 mètres de toute personne. Nichée dans le genre de silence que la plupart des gens trouveraient insupportable. Ses amis pensaient qu'elle fuyait. Peut-être qu'elle l'était. Mais ici dehors, elle n'avait pas à faire semblant d'aller bien. Elle pouvait s'asseoir dans sa cuisine tranquille
et boire son thé et regarder les saisons changer à travers la fenêtre sans que personne ne lui demande comment elle tenait le coup. Parce que la vérité était qu'elle ne tenait pas le coup. Elle tenait juste. Chaque soir, le rituel était le même. Thé à la camomille dans la vieille thèse de sa mère, un livre qu'elle avait déjà lu 3 fois, mais qu'elle ne semblait pas pouvoir finir. Et le siège de fenêtre surplombant la clairière où elle s'asseyait et regardait dans l'obscurité, ne regardant rien en particulier. Parfois des cerfs passaient, parfois le vent faisait danser les arbres. La plupart du temps, il n'y avait que le calme. Elle se disait que c'était la guérison, que la solitude était un médicament, qu'un jour elle se réveillerait et se sentirait prête à se soucier à nouveau, à s'ouvrir au monde au-delà de ses 4 murs. Mais au fond d'elle, elle se demandait si elle n'avait pas simplement échangé un genre de vide contre un autre. Au moins à l'hôpital, son engourdissement avait un but. Ici dehors, il n'y avait qu'elle et le silence. 2 fantômes entendent la même maison. Hannah avait passé des années à prendre soin d'étrangers dans les couloirs stériles de l'hôpital. Ses mains entraînées à répondre aux crises avec précision et rapidité. Mais cette nuit, elle allait faire face à quelque chose qu'aucun entraînement ne pouvait la préparer. Quelque chose qui allait briser les murs prudents qu'elle avait construits et lui rappeler une vérité qu'elle essayait d'oublier. Que s'inquiéter coûte toujours quelque chose, et parfois cela coûte tout. Les mains d'Anna se sont souvenues de ce que son cœur avait oublié. Alors qu'elle travaillait sur la femme inconsciente sur son canapé, ses doigts bougeaient avec la mémoire musculaire de 1000 nuits aux urgences, nettoyant, évaluant, stabilisant la blessure à la tête en premier. Elle a séparé les cheveux agglutinés par le sang doucement, examinant l'entaille qui allait de la tempe au cuir chevelu. Profonde, mais pas assez profonde pour exposer l'os. Le saignement avait presque cessé, ce qui était bien. Elle l'a nettoyé avec un antiseptique. La femme tressaillait même dans l'inconscience et l'a fermé avec des pansements papillons, ses mouvements précis et sans hâte. Le bras était pire, définitivement cassé, l'angle non naturel étant indubitable même pour un œil non entraîné. Hannah a fabriqué une attelle avec des cuillères en bois et des torchons immobilisant le membre aussi soigneusement que possible. Il n'y avait rien d'autre à faire sans radiographie, sans chirurgien orthopédiste, sans toutes les choses que cette balle n'avait pas. La femme remuait occasionnellement, ses paupières battant, ses lèvres bougeant silencieusement. Anna a vérifié ses pupilles, réactives bien que lentes. Possible commotion cérébrale presque certainement. Elle l'a couverte de 2 couvertures épaisses et s'est assise sur ses talons, l'esprit parcourant des options qu'elle n'avait pas. L'hôpital le plus proche était à 45 minutes sur de bonnes routes en plein jour. La nuit, sur des cols de montagne glissants, avec la rosée du soir et des virages aveugles qui avaient fait plus d'un conducteur distrait. Cela aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Son téléphone portable ne montrait aucun signal. Ce n'était jamais le cas ici. La ligne fixe qu'elle avait fait installer fonctionnait sporadiquement au mieux. Et même si elle pouvait appeler à l'aide, que dirait-elle? Qu'elle avait une femme blessée d'identité inconnue qui était apparue à sa porte comme sortie d'un rêve fiévreux? Non, mieux valait la maintenir stable, la surveiller toute la nuit, l'emmener aux soins médicaux appropriés quand le soleil se lèverait et que les routes seraient sûres. Hannah a tiré la chaise près du canapé et s'est installée pour veiller. Elle a placé 2 doigts sur le poignet de la femme, comptant les battements de cœur, mesurant le rythme contre la trotteuse de sa montre. Forte, assez régulière. C'était déjà ça. Les heures passant dans un quasi-silence. Hannah se surprit à fredonner sans s'en rendre compte. Une vieille berceuse que sa mère chantait, la mélodie surgissant d'un endroit profond et inexploré de sa mémoire. La respiration de la femme sembla se calmer au son visage se détendant légèrement. Vers 4 heures du matin, les yeux de la femme s'ouvrirent, à peine vitreux et flous, mais conscients. « Merci » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Hannah se pencha en avant. « Vous êtes en sécurité. Reposez-vous. » Le front de la femme se plissa,
une certaine inquiétude affleurant à travers la brume de la douleur et de l'épuisement. « Mon père, murmura-t-elle, sa voix se brisant, il va être tellement inquiet. » Anna lui toucha la main doucement. « Nous l'appellerons dès demain matin. Je le promets. Comment s'appelle-t-il? » Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait répondre. Puis ses yeux roulèrent en arrière et elle sombra à nouveau, la conscience se retirant comme une marée. Mais le matin apporterait quelque chose qu'aucune des deux femmes n'attendait. Car pendant qu'Hannah veillait dans cette cabane tranquille à 40 miles de là, la pire peur d'un père devenait réalité. Le vice-amiral Richard Morrison était éveillé depuis 05 heures, comme tous les matins depuis 32 ans. La précision militaire n'était pas seulement une exigence professionnelle, c'était l'architecture de toute sa vie. Uniforme repassé, chaussures cirées, café noir sans sucre, tout à sa place, tout sous contrôle. C'était la seule façon qu'il connaissait de fonctionner, surtout depuis les 3 ans que sa femme était morte et avait laissé un vide dans sa vie qu'il n'avait jamais su comment remplir. Il s'était arrêté à l'hôpital de la base navale ce matin-là pour un examen physique de routine, le genre de vérification bureaucratique qui venait avec le grade et l'âge. Il signait des papiers à la réception quand il l'entendit. 2 infirmières des urgences parlant à voix basse et urgente juste au coin de la rue. 3 victimes de l'accident du col de montagne la nuit dernière. 2 stables, 1 critique. Ils essaient toujours d'identifier la 3e victime. Pas d'identification, pas de téléphone, juste une immatriculation dans le véhicule. L'épingle de l'amiral cessa de bouger. Col de montagne la nuit dernière. Son esprit passa immédiatement à la logistique. Son personnel était-il impliqué? Quelqu'un de la base avait-il voyagé sur cette route? Puis une des infirmières dit quelque chose qui lui glaça le sang. Jeune femme fin de la vingtaine. Berlin avec des plaques du Maryland. Maryland où Lena vivait. Sa main bougea avant que son cerveau ne puisse suivre, tendant la main pour arrêter l'infirmière alors qu'elle passait. « Cet accident, dit-il, sa voix stable malgré le tonnerre soudain dans sa poitrine. Les victimes. Puis-je voir la liste? » L'infirmière hésita, jetant un coup d'œil à son insigne de grade, puis hocha la tête et sortit le rapport sur sa tablette. 3 noms, 2 qu'il ne reconnaissait pas. Le 3e, Lena Morrison, 29 ans, état critique. Le monde s'inclina. La tablette faillit lui glisser des mains tremblantes. Sa fille, son unique enfant, la fille sur laquelle il avait posé des questions, mais qu'il n'avait pas réellement appelée depuis 4 mois parce qu'il ne savait jamais quoi dire. Ne savait jamais comment combler la distance qu'il avait créée. Où est-elle? Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Quelle chambre? Le visage de l'infirmière passa d'un détachement professionnel à la confusion. Monsieur, Elle n'est pas ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, elle n'est pas ici? Vous venez de dire qu'elle était listée parmi les victimes basées sur l'immatriculation du véhicule, mais quand les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, elle n'était pas dans la voiture. Ils ont trouvé du sang, des effets personnels, mais pas de patiente. Nous avons supposé qu'elle avait été transportée vers une autre installation, mais nous avons vérifié. Hôpital général du comté, St. Mary's, le centre de traumatologie de Pinewood. Personne correspondant à sa description n'a été admis nulle part dans un rayon de 100 miles. L'amiral la regarda, son esprit refusant de traiter ce qu'elle disait. Manquante. Sa fille était manquante, blessée, saignant quelque part là-bas, dans des centaines de miles carrés de nature sauvage, et personne ne savait où. Il courut dans le couloir jusqu'au service des urgences, de lit en lit, de chambre en chambre, scrutant chaque visage, priant qu'on lui ait donné de mauvaises informations. Mais elle n'était pas là. C'est là que la vraie terreur a commencé. Si vous avez déjà perdu quelqu'un, même un instant, et ressenti cette panique, appuyez sur s'abonner.
Cette histoire est sur le point de devenir intense. En moins d'une heure, l'amiral Morrison avait rassemblé toutes les ressources qu'il pouvait sans franchir la ligne d'une opération militaire officielle. Ce n'était pas une affaire de marine. C'était un père cherchant sa fille. Il a appelé à des faveurs, contacté les forces de l'ordre local et s'est personnellement rendu sur le lieu de l'accident avec le shérif du comté, un homme nommé Tom Hartley, qui avait servi sous ses ordres 2 décennies auparavant et lui devait plus d'une dette. La scène était pire qu'il ne l'avait imaginé. La berline argentée de Lena était froissée contre la glissière de sécurité. La portière côté conducteur pendait ouverte comme une mâchoire brisée. Des éclats de verre scintillaient sur l'asphalte sous le soleil du petit matin. Son sac à main gisait à 15 pieds du véhicule. Contenu éparpillé. Portefeuille, baume à lèvres, reçu, une photographie d'elle et de sa mère qui lui serra la gorge. L'écran de son téléphone, fissuré mais toujours fonctionnel, reposait dans le gravier. 12 appels manqués, tous de lui, tous des 6 dernières heures. La traînée de sang racontait une histoire qu'il ne voulait pas lire. Des taches sur le cadre de la porte, des gouttelettes menant de la voiture vers la lisière des arbres. Puis rien. Elle avait marché ou trébuché dans la forêt, blessée et désorientée, et y avait disparu. Le shérif Hartley s'accroupit près du bord de la route, examinant des branches cassées, des broussailles dérangées. « Nous avons un témoin, dit-il, sortant son carnet. Le chauffeur de camion qui a signalé l'accident a dit qu'il avait vu quelqu'un s'éloigner de l'épave. Femme se tenant la tête, se dirigeant vers les anciennes pistes forestières. Il a essayé de la suivre, mais elle avait déjà disparu dans les arbres au moment où il s'est garé. L'amiral regarda la vaste étendue de nature sauvage s'étendant au-delà de l'autoroute. Des milliers d'acres de forêts denses, de ravins escarpés, de chemins forestiers abandonnés qui n'avaient pas vu de circulation depuis des décennies. Dispersés, il y avait de vieilles cabanes, des pavillons de chasse, des maisons de vacances, des structures oubliées qui n'avaient pas été occupées depuis des années. Tout fouiller pourrait prendre des semaines. Sa fille n'avait pas des semaines. Nous commençons maintenant, dit-il, sa voix portant le commandement d'un homme habitué à être obéi. Chaque sentier, chaque structure dans un rayon de 5 miles. Mais même en le disant, même en organisant des équipes de recherche et en coordonnant avec les gardes forestiers et les volontaires, un souvenir fit surface qu'il ne pouvait pas repousser. Lena, à 7 ans, courant sur le terrain de jeu de la base navale, Nade volante l'appelant pour qu'il la regarde sur les barres parallèles. Il était au téléphone coordonnant un déploiement, une mission qui avait semblé cruciale à l'époque, mais dont il ne se souvenait même plus des détails maintenant. Elle l'avait appelé 3 fois avant qu'il ne lève les yeux. À ce moment-là, elle était déjà descendue, son sourire s'estompant en quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « J'étais toujours en déploiement, pensa-t-il, le regret pesant comme du plomb sur sa poitrine. Choisissant toujours le devoir avant tout le reste. Et quand sa mère est morte, quand Lena avait le plus besoin de moi, je n'ai pas su être ce dont elle avait besoin. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours, je suis parti. » Il avait passé des années à construire des murs entre eux, brique par brique, déploiement par déploiement, conversation inconfortable par conversation inconfortable. Maintenant, il allait abattre des montagnes pour la trouver. Le temps bougeait différemment dans la cabane. Sans télévision, sans Internet, sans le bourdonnement constant du monde extérieur, les heures s'étiraient et se comprimaient de manière à faire perdre à Hannah la notion de savoir si c'était mardi ou jeudi. Ce qui importait, c'était le rythme dans lequel elle tombait. Vérifier le pouls de Lena toutes les 2 heures, lui donner de l'eau entre les lèvres, surveiller le gonflement de sa tête, chercher des signes d'infection dans les plaies qu'elle avait nettoyées et recâblées avec un soin méticuleux. Le 2e jour, Lena se réveillait plus longtemps. Ses yeux s'ouvraient, confus au début, puis se fixant progressivement sur le visage d'Hannah planant au-dessus d'elle. « Où suis-je »
demandait-elle, et Anna expliquait de nouveau patiemment qu'elle était en sécurité, qu'elle avait eu un accident, que l'aide viendrait dès que les routes seraient dégagées et que les lignes téléphoniques coopéreraient. « Vous vivez ici seul ?» demanda Lena, sa voix encore faible, mais curieuse. « Oui, » dit Anna, ajustant les oreillers derrière la tête de Lena. « Pourquoi ?» C'était une question simple, mais elle portait un poids. Anna s'arrêta, considérant ce qu'elle devait dire. « J'avais besoin de calme, » répondit-elle finalement. « J'ai été infirmière à l'hôpital pendant 7 ans, salle d'urgence. À la fin, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus rien ressentir, ni les victoires, ni les pertes, juste rien. Alors, je suis parti. » Lena hocha lentement la tête, grimaçant alors que le mouvement aggravait sa blessure à la tête. « Ma mère est morte il y a 3 ans, » dit-elle doucement. « Cancer. Et mon père, il s'est juste fermé. Il s'est jeté dans le travail comme si, en restant assez occupé, il n'aurait pas à le sentir. Nous nous parlons à peine maintenant. J'étais en fait en chemin pour le voir quand elle s'interrompit, désignant vaguement son bras bandé. « Il sera inquiet, » dit Anna doucement. « Peut-être, » la voix de Lena trahissait le doute. « Ou peut-être qu'il ne remarquera même pas que je suis manquante avant que quelqu'un ne lui dise. » Anna reconnaissait ce genre particulier de solitude, le genre qui ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait d'être invisible pour les gens qui devraient le plus vous voir. Elle l'avait ressenti elle-même de différentes manières, dans différentes pièces, entourée de collègues qui connaissaient sa compétence, mais pas son cœur. Le 3e jour apporta de petits moments de légèreté. Anna fit de la soupe avec des légumes qu'elle avait cueillis l'automne dernier, et Lena réussit à manger la moitié d'un bol, des couleurs revenant sur ses joues. « Vous savez, » dit Lena, un léger sourire jouant sur ses lèvres, « c'est sûrement le pire Airbnb où j'ai jamais séjourné. 0 étoile. L'autre refuse de fournir le Wi-Fi. La situation de la salle de bain est floue. Ne le recommanderais pas. » Anna rit vraiment. Un son qui lui sembla étranger dans sa propre gorge. « Je ne manquerai pas de mettre à jour mon annonce. » Elles parlèrent toute l'après-midi. 2 femmes qui avaient porté leur solitude de différentes manières, trouvant un soulagement inattendu dans le simple fait d'être entendues. Anna parla du poids de l'attention, de l'épuisement de l'empathie. Lena parla des derniers jours de sa mère, du silence de son père, du vide de son appartement dans le Maryland. Anna ne connaissait toujours pas le nom de famille de Lena, ne connaissait pas le titre attaché à son père, mais elle était sur le point de le découvrir. 72 heures, 3 jours complets de recherche, et l'amiral Morrison n'avait rien. Les équipes de recherche avaient ratissé chaque chemin forestier dans un rayon de 10 miles. Des bénévoles avaient frappé aux portes de cabanes de chasse et de maisons de vacances, la plupart vides, certaines abandonnées depuis des années. Des hélicoptères avaient balayé la canopée d'en haut. Des chiens de sang avaient perdu la piste à un demi-mile dans les bois où le terrain devenait rocheux, et la pluie des 2 nuits précédentes avait effacé toute trace. Rien. Sa fille avait simplement disparu. L'amiral se tenait dans le centre de commandement temporaire qu'ils avaient installé à la station des gardes forestiers, fixant des cartes couvertes de X rouges, marquant les zones déjà fouillées. Ses yeux étaient injectés de sang, son uniforme froissé. De petits détails qui auraient été impensables il y a 1 semaine, mais qui semblaient maintenant sans importance. Un jeune lieutenant s'approcha avec une mise à jour, hésitant, clairement conscient qu'il annonçait de mauvaises nouvelles à un homme déjà à sa limite. « Monsieur, les équipes du quadrant ouest ont fait leur rapport. Aucun signe de... » « Alors fouillez-le à nouveau. » La voix de l'amiral claqua comme un fouet, assez fort pour faire taire toutes les conversations dans la pièce. Le lieutenant recula, surpris. Morrison se reprit, ferma les yeux, força sa respiration à se stabiliser. « Je suis désolé, » dit-il plus doucement maintenant. « C'était... je m'excuse, lieutenant. Vous faites du bon travail, vous tous. Mais le bon travail n'était pas suffisant. Pas quand sa fille était quelque part dehors, blessée, peut-être mourante, peut-être déjà... » Il ne pouvait pas finir cette pensée.
La commandante Patricia Wells, son assistante, et l'une des rares personnes qui le connaissaient assez longtemps pour parler franchement, s'approcha avec du café qu'il ne voulait pas. « Monsieur, vous devez vous reposer. Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. Vous n'êtes bon à rien comme ça. » « J'ai échoué avec sa mère, dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Sa voix sonnait creuse, écorchée. Hélène a été malade pendant 8 mois et j'étais en déploiement pendant 6 d'entre eux. Lena était assise dans les chambres d'hôpital seule pendant que je coordonnais des opérations à l'autre bout du monde. Et quand Hélène est morte, je n'ai pas pu. Je n'ai pas su être ce dont Lena avait besoin. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. Je me suis enterré dans le travail. J'ai choisi le devoir avant ma fille à nouveau. Il regarda Wells et pour la première fois de sa carrière militaire, il ne se souciait pas que ses yeux soient humides. « Je ne peux pas échouer avec elle à nouveau, Patricia. Je ne peux pas. » Wells n'eut pas de réponse à cela. Elle plaça simplement une main sur son épaule et laissa le café sur la table. Tard cette nuit-là, seul dans son bureau de la base navale, Morrison était assis à regarder une photographie qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Lena a 12 ans, aux dents de lait et coupe de soleil, tenant un poisson qu'elle avait pêché lors d'un de leurs rares voyages de camping. Elle avait l'air si fière, si heureuse. Il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait vue sourire ainsi. Son téléphone sonna à 02 heures, une femme locale, âgée, sa voix rauque mais certaine. « J'ai entendu dire que vous cherchiez une fille disparue. » Elle a dit, « Il y a une vieille infirmière qui vit après le repère kilométrique 47. Elle se tient à l'écart. Elle a déménagé là-bas il y a quelques années. Si quelqu'un était blessé dans ces bois, ce serait elle qui les trouverait. » Le lendemain matin, l'amiral Morrison a monté un chemin de gravier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Ce qu'il a vu à travers la fenêtre de cette cabane le briserait complètement. Le gravier craqua sous les bottes de l'amiral alors qu'il sortait de son véhicule. Le son était anormalement fort dans le calme de la montagne. La cabane semblait ancienne, patinée par des décennies d'hiver, ses rondins argentés par l'âge. De la fumée s'échappait de la cheminée. Un carillon éolien rouillé pendait immobile à la poutre du porche. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait vivre des années sans jamais être trouvé, ce qui était exactement la raison pour laquelle sa poitrine semblait s'effondrer. Si Lena était ici, si elle avait été ici tout ce temps, pendant qu'il avait mis le compte essence dessus-dessous pour la chercher, il se força à marcher lentement bien que chaque instinct lui hurlait de courir. Son cœur battait si fort qu'il le sentait dans sa gorge, dans ses tempes, dans le bout de ses doigts. Par la fenêtre avant, il pouvait voir du mouvement. 2 figures, l'une assise sur un canapé, l'autre debout à proximité avec quelque chose dans ses mains, une assiette peut-être. Il s'approcha, cherchant une meilleure vue. Et puis il la vit, Lena, vivante, assise droite avec des oreillers derrière son dos, la tête bandée, le bras gauche dans une écharpe improvisée, mais vivante, très vivante. La femme debout à côté d'elle, les cheveux foncés tirés en arrière, début de la trentaine, en vêtements civils, lui offrait de la nourriture, disant quelque chose qui fit vraiment sourire Lena. Et la vue de ce sourire frappa l'amiral comme un coup physique. Ses genoux devinrent faibles. Il s'agrippa à la balustrade du porche pour se stabiliser, sa respiration devenant courte, inégale. Elle était vivante. 3 jours de cauchemar, de recherche, d'imaginer le pire. Et elle était vivante, en sécurité, soignée par une inconnue au milieu de nulle part. Il monta les marches du porche, chacune semblant faire des kilomètres. Sa main trembla alors qu'il la leva pour frapper, ferme mais tremblante. 2 coups solides qui résonnèrent dans le calme. À l'intérieur, la conversation s'arrêta. Des pas s'approchèrent, la porte s'ouvrit et il se retrouva face à face avec la femme qui se tenait à côté de sa fille. Elle était plus jeune de près, ses yeux vifs et évaluateurs à la manière des professionnels de la médecine. Ses yeux allèrent de son visage à son uniforme, à l'insigne sur son col, et il vit le moment exact où la compréhension s'installa.
Son expression changea. Surprise, puis quelque chose comme de l'appréhension. « Vous êtes militaire, dit-elle. Pas une question. Vice-amiral Richard Morrison. Il réussit, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. C'est ma fille. Sa voix se brisa. Il ne put finir. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le canapé où Lena était assise, figée. Son visage un mélange de choc et de quelque chose qu'il ne pouvait pas lire. Peur, soulagement, colère, tout à la fois. « Elle est stable, » dit la femme rapidement. Professionnellement, comme si c'était ce qu'il avait besoin d'entendre en premier. Blessure à la tête, bras cassés, légère commotion cérébrale mais stable. Je l'ai surveillée, elle va bien. Il l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur Lena et les siens sur lui. Et l'espace entre eux semblait un océan qu'aucun ne savait comment traverser. Ce qui se passa dans les 60 secondes suivantes allait réécrire tout ce que ces trois personnes pensaient savoir sur la famille, le devoir et l'amour. Si vous croyez aux secondes chances, commentez « pardon ». Si vous pensez que certains murs ne peuvent pas être abattus, commentez « trop tard ». Voyons où chacun se tient. Anna s'écarta et l'amiral Morrison entra dans la cabane avec les mouvements prudents d'un homme marchant dans une pièce faite de verre. Il retira sa casquette, la tenant à deux mains comme un bouclier qu'il ne voulait plus. Ses yeux ne quittèrent jamais sa fille. Lena était assise parfaitement immobile sur le canapé, son visage une tempête d'émotions se heurtant toutes à la fois. Choc certainement, son père était ici dans cet endroit impossible alors qu'elle pensait que personne ne savait même qu'elle était manquante. Mais il y avait de la peur aussi, le genre qui vient d'années de déception, de tendre la main et de trouver l'air vide. Le soulagement luttait avec la colère. L'espoir se battait avec la résignation. Elle ressemblait à quelqu'un qui se préparait à l'impact. L'amiral se dirigea vers elle lentement, chaque pas délibéré, comme s'approchant de quelque chose d'infiniment précieux et infiniment fragile. Il s'arrêta à quelques pieds de là, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence s'étira, lourd de 3 années de choses non dites, d'appels téléphoniques non faits, de mots avalés et de distances soigneusement maintenues. Puis il fit quelque chose qu'aucune des deux femmes n'attendait. Il s'agenouilla. Pas le génuflexion formelle de la cérémonie militaire, pas la descente mesurée d'un homme habitué à commander. Ce fut l'effondrement instable et maladroit d'un père qui était passé à quelques centimètres de tout perdre ce qui comptait. Il s'agenouilla sur ce plancher de cabane usé dans son uniforme immaculé, sa casquette tombant de ses mains. Et quand il leva les yeux vers sa fille, son visage était dépouillé de tous les murs qu'il avait jamais construits. « J'ai échoué avec toi, dit-il, et sa voix se brisa sur les mots. J'ai échoué avec ta mère. Pendant 30 ans, j'ai choisi le devoir avant tout le reste, avant les vacances et les pièces de théâtre scolaire et les mardis soirs ordinaires. Avant d'être présent quand ta mère mourait, avant d'être le père dont tu avais besoin quand elle est partie. » Les larmes coulaient sans retenue sur son visage. Le visage qui avait commandé des floods, qui était resté stable comme une pierre à travers les déploiements de combat et les situations de crise. Je me suis dit que je servais quelque chose de plus grand, que le sacrifice était noble. Mais la vérité est que je me cachais des conversations difficiles, du travail salissant et inconfortable d'être réellement là. Et je vous ai perdus toutes les deux à cause de cela. Les mains de Lena tremblèrent. Ses propres larmes avaient commencé à couler, silencieuses et régulières. « Je voulais juste que tu me voies, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Juste une fois, pas comme un devoir, pas comme quelque chose que tu ferais éventuellement. Je voulais être plus importante que la marine, plus que ta mission. Juste une fois, je voulais être suffisante pour te faire rester. Tu as toujours été suffisante. » Il tendit la main vers elle et elle ne se retira pas. « Mon Dieu, Lena, tu as toujours été suffisante. C'est moi qui ne l'étais pas. Je ne savais pas comment être ce dont tu avais besoin. Alors, je me suis convaincu que tu n'avais pas besoin de moi du tout.
Et je suis tellement désolé. Je suis si désespérément désolé. Lena se pencha en avant et il la rencontra à mi-chemin. Leur étreinte fut maladroite au début. 3 ans de distance ne se dissolvent pas instantanément. Mais ensuite, le bon bras de Lena s'enroula autour de ses épaules et il la tint comme si elle était la seule chose le maintenant attachée à la terre. Et quelque chose qui avait été brisé depuis très longtemps commença finalement à guérir. Quand l'amiral s'est finalement retiré de sa fille, essuyant son visage du revers de sa main, dans un geste si étrangement vulnérable qu'il semblait appartenir à quelqu'un d'autre entièrement. Il redevint conscient de la troisième personne dans la pièce. Hannah s'était retirée dans le coin le plus éloigné près de la cuisine, leur donnant de l'espace, ses bras enroulés autour d'elle-même dans une posture qui suggérait qu'elle ne savait pas trop quoi faire avec l'ampleur de l'émotion qu'elle venait de témoigner. Il se leva lentement, ses genoux protestants, après s'être agenouillé sur le sol dur, et se tourna pour lui faire face. Pour un homme qui avait donné d'innombrables discours, qui s'était adressé à des foules de milliers de personnes, qui avait négocié avec des officiels étrangers et commandé le respect avec quelques mots bien choisis, il se retrouva absolument sans voix. Que dites-vous à quelqu'un qui a sauvé la personne la plus importante de votre monde? Comment remerciez-vous quelqu'un d'avoir fait ce que vous auriez dû être là pour faire vous-même? Je ne... Il commença, puis s'arrêta, essaya à nouveau. Vous l'avez gardé en vie. Vous... Sa gorge se serra autour des mots. Il secoua la tête, frustré par sa propre insuffisance. Hannah se déplaça inconfortablement, son regard tombant vers le sol. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, » dit-elle doucement. Elle avait besoin d'aide. Je suis infirmière. C'est ce pourquoi je suis formée. Non. Le mot sortit plus sec qu'il ne l'avait voulu, et il adoucit son ton. Non, ce n'était pas ça. La plupart des gens auraient paniqué, appelé à l'aide et espéré le meilleur. Vous ne l'avez pas seulement aidée. Vous êtes resté avec elle, l'avez maintenue stable pendant 3 jours sans soutien, sans équipement, rien que votre propre compétence. Et il s'interrompit, cherchant le bon mot. En compassion. Il fit un pas de plus et Hannah recula instinctivement comme si la gentillesse dirigée vers elle était quelque chose de dangereux, quelque chose à éviter. L'amiral reconnut cette retraite. Il l'avait vue chez des soldats qui avaient passé trop de temps dans des zones de combat, qui avaient oublié ce que cela faisait d'être traité avec douceur. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire chaque jour pendant les 10 dernières années, dit-il, sa voix basse et brute d'honnêteté. Vous étiez là quand elle avait peur, quand elle était blessée, quand elle avait besoin de quelqu'un, vous étiez là. Ce n'est pas de la formation, c'est du caractère. Le calme d'Hannah, qui avait tenu bon à travers tout, à travers l'urgence, à travers les longs jours et nuits de soins, à travers le témoignage d'une réconciliation douloureuse entre un père et sa fille, se brisa finalement. Son visage se froissa, elle pressa une main sur sa bouche, mais cela ne put arrêter le sanglot qui s'échappa, ni ceux qui suivirent. « Je suis désolée, réussit-elle à dire, se détournant, embarrassée par sa propre crise. Je ne suis pas d'habitude. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » dit l'amiral doucement. Hannah secoua la tête, les larmes coulant maintenant, des mots tombant qui sonnaient comme s'ils avaient été enfermés pendant très longtemps. « Je pensais être venue ici parce que j'étais fatiguée de me soucier, » dit-elle, sa voix se brisant. « C'est ce que je me disais, que j'avais tout donné dans cet hôpital et je ne pouvais plus. J'avais besoin d'arrêter de ressentir autant. » Elle rit d'un son amer et mouillé. « Mais je pense que la vérité est que j'étais juste fatiguée de me soucier seule, de tout verser dans les gens et de les voir ensuite partir ou mourir ou juste disparaître de ma vie comme si je n'avais jamais compté du tout. » Elle regarda Lena puis l'amiral, son expression nue et vulnérable d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait laissé personne la voir ainsi depuis des années. Quand elle a frappé à ma porte, j'ai pensé que c'était peut-être ma chance de prouver que je pouvais encore le faire,
encore être la personne que j'étais. Mais ces 3 derniers jours, sa voix s'étrangla. J'ai oublié ce que ça faisait de se soucier de quelqu'un et que ça ait un sens, de ne pas être seul là-dedans. L'amiral comprit alors qu'il n'avait pas seulement trouvé sa fille dans cette cabane. Il avait trouvé quelqu'un d'autre qui s'était perdu aussi. Quelqu'un qui avait construit ses propres murs, différents des siens, mais tout aussi isolants, tout aussi solitaires. Vous vous souvenez de la cabane tranquille d'Hannah, son sanctuaire de solitude, où elle avait fui pour échapper au monde et à tous ses sentiments insupportables. Elle était sur le point de devenir quelque chose d'entièrement différent. Semaine après ce matin dans la cabane, Lena Morrison était assise dans une chambre de récupération privée à l'établissement médical de la base navale. Son bras gauche était maintenant correctement plâtré, allant de son poignet juste au-dessus de son coude, couvert de signatures d'infirmières et de physiothérapeutes qui s'étaient attachés à elle pendant son séjour. L'entaille sur sa tête avait guéri en une fine ligne rose que les médecins promettaient de s'estomper avec le temps en quelque chose à peine perceptible. Les symptômes de commotion cérébrale, les maux de tête, la sensibilité à la lumière, les vertiges occasionnels s'étaient pour la plupart résolus. Physiquement, elle se rétablissait selon le calendrier. Son corps faisant ce que les corps font lorsqu'on leur donne des soins appropriés à Thames. Mais la vraie guérison, celle qui importait le plus, se déroulait dans des moments plus petits et plus calmes qui n'avaient rien à voir avec les dossiers médicaux ou les protocoles de traitement. Son père lui rendait visite tous les jours, pas 1 ou 2 fois par semaine quand son emploi du temps le permettait, pas quand le devoir le permettait, mais tous les jours sans exception. Et il ne venait pas en uniforme, ce qui l'avait surprise la première fois qu'il était entré par la porte en vêtements civils. Un jean qui semblait raide et neuf, comme s'il venait de l'acheter, et un pull bleu marine qui le rendait en quelque sorte plus doux, plus humain, moins comme la figure militaire intouchable qu'elle avait grandi à la fois en admirant et en ressentant. Il tirait la chaise à côté de son lit, pas la chaise de visiteur près de la porte, mais celle juste à côté d'elle, assez proche pour qu'elle puisse tendre la main et toucher son bras si elle le voulait. Et il restait juste, parfois pendant 1 heure, parfois pendant 3. Il parlait de choses sans conséquence au début, des sujets sûrs qui n'exigeaient d'aucun d'eux d'être vulnérables. La météo, un documentaire sur l'exploration des grands fonds qu'il avait regardé la veille. Une recette de lasagne qu'il avait tentée dans sa cuisine d'appartement et brûlée si mal qu'il avait dû jeter la poêle. Des conversations superficielles, de la parlotte. Mais en dessous, quelque chose bougeait. Au fil des semaines, les conversations se sont approfondies. Lena lui racontait des choses sur sa mère. Pas les souvenirs aseptisés qu'il connaissait déjà, mais les vrais, ceux des années où il avait été déployé et avait manqué. Comme la façon dont sa mère faisait des crêpes en forme d'animaux chaque dimanche matin. Et comment Lena demandait toujours des éléphants parce que c'était le plus difficile et qu'elle aimait regarder la concentration de sa mère alors qu'elle essayait de faire la trompe juste comme il faut. Ou comment, pendant ses derniers mois de maladie, sa mère insistait pour maquiller Lena avant ses rendez-vous de chimiothérapie parce que avoir bonne mine aide à se sentir bien, même quand elle était trop faible pour se tenir debout sans aide. L'amiral écoutait ces histoires avec une intensité qui frôlait la faim, comme si chaque détail était un trésor qu'il avait cherché toute sa vie. Ses yeux se vitraient parfois, et il devait détourner le regard et s'éclaircir la gorge. Mais il ne lui a jamais demandé d'arrêter. Il voulait savoir, avait besoin de savoir tous les moments qu'il avait échangés contre le devoir, contre les déploiements pour des missions dont il se souvenait à peine des détails maintenant, mais qui semblaient si critiques à l'époque. Et lentement, avec prudence, il commença à partager ses propres regrets. Non pas dans de grandes confessions dramatiques, mais dans de petites admissions qui s'échappaient pendant leur conversation, comme la fois où Lena avait un rôle principal dans sa pièce de 8e année, et il avait promis d'être là,
mais avait été appelé pour une réunion d'urgence qui s'était avérée routinière et oubliable. Ou l'anniversaire, ses 16 ans, quand il avait envoyé une carte au lieu d'appeler parce qu'il était dans un fuseau horaire différent et ne pouvait pas se souvenir s'il était approprié de la réveiller. Ou l'année après la mort de sa mère, quand Lena lui avait laissé 3 messages vocaux demandant s'ils pouvaient dîner, juste eux deux, et il avait répondu par SMS à chaque fois avec «bientôt, je promets», mais bientôt n'est jamais venu. Je me suis dit que je te protégeais, dit-il un après-midi, sa voix calme et rauque d'émotion, qu'en servant mon pays, en étant dédié à quelque chose de plus grand que moi, je modélisais des valeurs que tu respecterais. Devoir, honneur, sacrifice. Il secoua la tête, fixant ses mains. Mais tout ce que je faisais vraiment, c'était me cacher. Parce qu'être un bon père, être présent, être émotionnellement disponible, avoir les conversations difficiles et être là pour les petits moments, cela me terrifiait plus que n'importe quelle situation de combat que j'avais jamais affrontée. Ce n'était pas facile, cette reconstruction. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Certaines conversations se terminaient par des larmes, par des frustrations qui avaient été enfouies pendant des années, faisant enfin surface. Mais ils continuaient à se montrer, continuaient à essayer, et progressivement l'espace entre eux, cet océan de distance qui avait semblé impossible à traverser, commença à se rétrécir. Pour la première fois en 2 décennies, le vice-amiral Richard Morrison avait demandé un congé prolongé. La paperasse avait causé un léger remous au quartier général. Ses collègues étaient perplexes. Morrison ne prenait jamais de congé, avait accumulé plus de jours de vacances inutilisés que quiconque dans la mémoire récente. Ses supérieurs avaient exprimé leur inquiétude, suggéré qu'il pourrait souffrir d'épuisement professionnel, proposé d'organiser un conseil, mais il était resté inébranlable dans sa décision. « J'ai un endroit plus important où être », dit-il à la commandante Wells, et la conviction tranquille dans sa voix n'avait laissé aucune place à la discussion. Pour une fois dans sa vie, le devoir passait au second plan, et à travers tout cela, tissé dans chaque conversation, chaque repas partagé, chaque pas hésitant vers la réconciliation, il y avait Hannah. L'amiral avait voulu la reconnaître publiquement. Il avait rédigé des propositions de distinction, suggéré une cérémonie officielle à la base, même contacté un ami journaliste pour écrire un article soulignant ses actions. Hannah avait refusé tout cela. Elle était descendue au centre médical spécifiquement pour lui dire en personne qu'elle ne voulait rien de tout cela. « Je n'ai pas besoin de reconnaissance », avait-elle dit, sa voix ferme mais pas méchante. « Ce n'est pas pour ça que je l'ai aidé. La reconnaissance ne signifie rien pour moi. Ça n'a jamais été le cas. » Alors l'amiral avait trouvé d'autres moyens, des moyens discrets. Il avait créé un fonds à son nom dédié à l'amélioration de l'accès aux soins de santé ruraux, assurant que les communautés isolées aient les ressources et le soutien dont elles avaient besoin. Il avait fait des dons anonymes à des causes qui lui tenaient à cœur, la préservation de la nature, des ressources en santé mentale pour les travailleurs de la santé, des bourses pour les étudiants en soins infirmiers des zones mal desservies. Sa gratitude n'était pas exprimée par des médailles ou des cérémonies, mais par l'action, par l'impact, en s'assurant que ses valeurs vivaient au-delà de ce simple acte de compassion. Mais ce qui a surpris tout le monde, Hannah surtout, c'est que Lena continuait de revenir. Une fois qu'elle a été médicalement autorisée à voyager, Lena a fait le trajet sur ce chemin de gravier sinueux jusqu'à la cabane d'Hannah au moins 2 fois par semaine, parfois plus. Elle arrivait avec des courses, avec des livres qu'elle pensait qu'Hannah aimerait, avec des histoires sur ses séances de physiothérapie et les petites victoires de la récupération. Parfois, son père venait avec elle, les deux arrivant ensemble dans sa voiture, portant du café et des pâtisseries d'une boulangerie qu'ils avaient découverte à mi-chemin entre la baie et la cabane. Ils se réunissaient autour de la petite table de cuisine d'Hannah, celle qui ne contenait habituellement que la vaisselle du petit déjeuner d'Hannah
et une plante succulente mourant lentement. Et il parlait pendant des heures de tout et de rien, de sujets lourds et légers. Anna racontait des histoires de ses années aux urgences, les sauvetages et les pertes, les patients qui restaient avec elle et ceux qu'elle aurait aimé pouvoir oublier. Lena partageait des souvenirs de sa mère et l'amiral ajoutait les siens, et ensemble, ils construisaient une image plus complète d'une femme qu'ils avaient tous aimée et perdue. Hannah se retrouva à cuisiner pour 3 au lieu d'un, sortant des recettes qu'elle n'avait pas faites depuis des années, car à quoi bon un rôti de bœuf pour une seule personne? Elle commença à garder la chambre d'amis prête, des draps frais sur le lit, des serviettes supplémentaires dans le placard. Parce que parfois, Lena restait la nuit et occasionnellement, l'amiral acceptait leur invitation à dîner et finissait par parler jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour naviguer en toute sécurité sur les routes de montagne dans l'obscurité. La cabane qui avait été sa forteresse, son refuge d'un monde qui exigeait trop, se transformait en quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle devenait une maison, pas seulement pour elle, mais pour eux tous. Un lieu où 3 personnes qui avaient une portée différents types de solitude pouvaient déposer leur fardeau et simplement être. Un soir de début d'automne, alors qu'ils étaient tous les 3 assis sur le porche d'Anna, regardant le soleil s'enfoncer derrière les montagnes et peindre le ciel de nuances d'orange et de violet, Hannah a dit quelque chose qu'elle avait gardé pendant des semaines. « Cette nuit-là, tu as frappé à ma porte, commença-t-elle, regardant Lena, sa voix pensive et un peu hésitante. J'étais en fait en train d'écrire une lettre au Dr. Reeves, mon ancien superviseur à l'hôpital général du comté. J'avais passé toute la soirée à la rédiger, à la réviser, à essayer de trouver les bons mots. Lena se tourna vers elle, curieuse. Quel genre de lettre? Je lui disais que je voulais revenir, que j'étais prête à retourner à l'hôpital pour réessayer. Anna marqua une pause, se souvenant de cette nuit, du désespoir qu'elle avait ressenti, de la conviction qu'elle devait se forcer à revenir dans le monde, qu'elle soit prête ou non. Je me suis convaincu que rester ici était de la lâcheté, que je fuyais au lieu de faire face à mes problèmes. Je pensais que si je me replongeais dans le travail, l'engourdissement disparaîtrait, que le but suivrait l'action. L'amiral se pencha légèrement en avant, écoutant attentivement. « Mais alors tu as frappé, continua Anna, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Et tout a changé. Pour la première fois en 2 ans, je ne m'occupais pas de quelqu'un parce que c'était mon travail, parce qu'un emploi du temps disait que je devais le faire, parce qu'il y avait des protocoles à suivre et des superviseurs à qui rendre des comptes. Je m'occupais de quelqu'un parce qu'elle avait besoin d'aide et je pouvais la fournir. Aussi simple que cela. » Elle regarda Lena, les yeux brillants. « Tu m'as rappelé qui j'étais avant l'épuisement professionnel, avant l'épuisement, avant que je ne commence à croire que s'occuper signifiait perdre des morceaux de soi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu m'as rappelé ce que ça fait de faire une différence, non pas parce qu'on doit, mais parce qu'on peut. » Lena tendit la main à travers l'espace entre leurs chaises et prit la main d'Hannah, la serrant doucement. « Alors, je t'ai sauvé aussi. » Anna rit, un son de joie authentique mélangé aux larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. « Oui, dit-elle, sa voix épaissie par l'émotion. « Je suppose que oui. » L'amiral regarda ces 2 femmes, sa fille et l'étrangère qui était devenue bien plus que cela, et sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas la fierté d'une réussite militaire, la satisfaction d'une opération réussie ou le soulagement d'une crise évitée. C'était plus chaud que tout cela, plus profond. Cela ressemblait à une famille bien que pas la famille dans laquelle il était né, ou même celle qu'il avait créée par le mariage et la naissance de sa fille. C'était une famille choisie. Le genre qui se forme non par le sang ou l'obligation, mais par le traumatisme partagé et les soins mutuels, en se montrant et en restant présent, par la décision consciente de voir la douleur de quelqu'un et de dire « je suis là, je ne pars pas ». Et alors que le soleil disparaissait enfin derrière les montagnes
et que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'obscurcissant, les trois étaient assis ensemble dans un silence confortable, chacun portant ses propres cicatrices, ses propres histoires de perte et de solitude, mais ne les portant plus seuls. Il y a un genre particulier de solitude qui ne s'annonce pas avec des larmes ou des gestes dramatiques. C'est plus silencieux que cela, plus insidieux. C'est la solitude de l'infirmière des urgences qui effectue les gestes pour sauver des vies tout en ne ressentant rien. La solitude de la fille dont le père l'aime mais ne sait pas comment le montrer. La solitude de l'officier militaire qui a passé des décennies à servir des millions de personnes qu'il ne rencontrera jamais, tout en perdant le lien avec la seule personne qui devrait le plus compter. Ce genre de solitude est une mort lente, non du corps, mais de quelque chose d'également vital. La partie de nous qui tend la main, qui connecte, qui nous permet d'être vus et connus par les autres. Nous pouvons y survivre pendant des années, des décennies, même en construisant nos vies autour de l'espace vide où la connexion devrait être. Nous nous disons que nous allons bien, que nous nous sommes adaptés, que la solitude est une force et que le besoin des autres est une faiblesse. Mais nous mentons parce que les êtres humains n'ont pas été conçus pour l'isolement. Nous ne sommes pas faits pour porter notre douleur seuls, pour célébrer nos victoires dans des pièces vides, pour affronter nos peurs sans quelqu'un debout à côté de nous disant « Je te vois, je suis là, tu comptes ». Quand nous essayons de vivre ainsi, nous ne devenons pas plus forts, nous devenons plus petits, plus durs, plus cassants, jusqu'au jour où nous nous regardons dans le miroir et reconnaissons à peine la personne qui nous fixe. Les murs que nous construisons pour nous protéger, la distance émotionnelle, l'agitation, la conviction que nous sommes mieux en gérant tout seuls. Ces murs ne nous protègent pas. Ils nous emprisonnent, ils transforment nos cœurs en forteresses que personne ne peut percer, oubliant qu'une forteresse n'est qu'un beau mot pour une cage. Anna a construit ces murs avec l'épuisement et la déception. Brique par brique, patient par patient, qui est mort malgré ses meilleurs efforts jusqu'à ce qu'elle se convainque que le seul moyen d'arrêter de souffrir était d'arrêter de ressentir complètement. L'amiral Morrison a construit ses murs avec le devoir et la discipline, déploiement par déploiement, choisissant le service au pays plutôt que le service à la famille, se disant qu'il enseignait à sa fille l'honneur alors qu'en réalité, il avait juste peur du travail salissant et compliqué d'être émotionnellement présent. Elena a construit ses murs avec le chagrin et l'abandon. Année après année d'appels téléphoniques sans réponse et de plans annulés, apprenant à ne rien attendre pour ne pas être déçu. 3 personnes, 3 types de murs différents, 3 prisons distinctes de leur propre fabrication, jusqu'à ce qu'une voiture s'écrase sur une route de montagne et que le désespoir force l'une d'elles à frapper à la porte d'un étranger et que tout change. Voici ce que nous oublions lorsque nous sommes enfermés dans notre propre isolement. Parfois, les gens que nous sauvons finissent par nous sauver aussi. Hannah a ouvert sa porte en pensant qu'elle secourait une femme mourante. Elle n'avait aucune idée que cette femme lui rappellerait pourquoi elle était devenue infirmière en premier lieu. Non pas pour le salaire ou le prestige, ou parce qu'elle était censée l'être, mais parce que prendre soin des autres est inscrit en elle au plus profond de son être. Lena a frappé à cette porte cherchant une aide physique, ne sachant pas qu'elle trouverait quelqu'un qui s'assiérait avec elle dans l'obscurité et lui ferait sentir, peut-être pour la première fois en 3 ans, qu'elle ne portait pas son chagrin seule. Et l'amiral, cherchant désespérément sa fille disparue, ne s'attendait jamais à trouver non seulement elle, mais un miroir tendu vers ses propres échecs et la grâce de finalement les admettre. Les secondes chances sont rares. Le monde ne nous offre pas souvent l'occasion de revenir en arrière et de réparer ce que nous avons brisé. D'avoir les conversations que nous aurions dû avoir il y a des années, de choisir différemment quand nous avons mal choisi la première fois. La plupart des relations brisées restent brisées. La plupart des murs, une fois construits, ne tombent jamais. La plupart des gens qui s'éloignent continuent de s'éloigner jusqu'à ce qu'ils soient trop loin pour retrouver leur chemin.
Mais parfois, rarement, miraculeusement, contre toute attente, la vie nous offre une autre chance. Un moment où tout pourrait aller d'une manière ou d'une autre. Quand nous pourrions nous retirer dans nos schémas familiers d'isolement et d'autoprotection. Où nous pourrions faire le travail terrifiant et vulnérable de tendre la main, d'admettre que nous avions tort, de dire les mots qui doivent être dits, même si nos voix tremblent quand nous les prononçons. L'amiral aurait pu remercier Hannah professionnellement, aurait pu ramener sa fille à la base et reprendre sa vie soigneusement contrôlée, gardant tout le monde à distance où il ne pourrait pas le décevoir ou le forcer à ressentir trop. Hannah aurait pu accepter sa gratitude avec un hochement de tête poli et fermer sa porte, retournant à sa solitude, se convainquant qu'elle allait bien seule. Lena aurait pu accepter les excuses de son père et le garder à distance de toute façon, se protégeant de futures déceptions en ne le laissant jamais complètement entrer. Mais ils n'ont fait aucune de ces choses. Au lieu de cela, ils ont choisi le chemin le plus difficile, l'incertain. Ils ont choisi la connexion plutôt que la sécurité, la vulnérabilité plutôt que le contrôle, la réalité désordonnée de la relation plutôt que le confort ordonné de l'isolement. Et en faisant ce choix, ils ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer. Ils se sont trouvés, non pas comme sauveteurs et sauvés, non pas comme pères liés par le devoir et filles rancunières, non pas comme des étrangers passant brièvement dans la vie de l'autre, mais comme une famille, une vraie famille, le genre choisi qui se forme quand les gens voient les brisures de l'autre et décident de rester quand même. Dans l'espace entre montagne et ciel, 3 vies sont entrées en collision dans l'obscurité. Une fille cherchant son père, répétant des mots qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire. Un père hanté par l'absence, par tous les moments qu'il avait manqués et ne pourrait jamais retrouver. Une infirmière fuyant le monde, convaincue que le seul moyen de survivre était d'arrêter de se soucier. Aucun d'eux ne savait qu'un simple coup à la porte d'une cabane, désespéré, à peine audible, fait par une femme qui n'avait plus rien sauf la force de tendre la main une dernière fois, deviendrait le moment où tout a changé. Lena a retrouvé son père. Non pas le vice-amiral, non pas l'officier décoré dont la photographie était accrochée dans des bâtiments officiels et dont le nom commandait un respect instantané. Elle a retrouvé le papa qu'elle avait perdu en chemin, enfoui sous des années de déploiement et de distance émotionnelle. Elle a retrouvé l'homme qui pouvait s'agenouiller sur le sol d'une cabane et pleurer, qui pouvait admettre qu'il avait eu tort, qui pouvait la choisir elle plutôt que le devoir, la présence plutôt que le prestige, la connexion plutôt que l'engourdissement confortable de l'agitation. L'amiral a retrouvé sa fille, non pas la petite fille avec des nattes dont il se souvenait vaguement d'il y a des décennies, non pas l'adolescente dont il laissait les appels sur la messagerie vocale, mais la femme qu'elle était devenue malgré son absence, forte et résiliente et d'une solitude déchirante, tout comme lui. Et il a trouvé quelque chose d'encore plus important. L'humilité d'admettre que tout ce qu'il croyait sur le devoir et le sacrifice avait été faux, que le plus grand service qu'il aurait pu rendre n'était pas à son pays ou à sa carrière, mais à la famille assise juste devant lui, ayant besoin qu'il soit juste là. Et Hannah a trouvé quelque chose en quoi elle avait cessé de croire, quelque chose qu'elle avait rayé comme un idéalisme naïf, un fantasme qui ne pouvait pas survivre dans le monde réel des coupes budgétaires et des pénuries de personnel et des patients mourants malgré les meilleurs efforts de chacun. Elle a trouvé la vérité que s'occuper des autres n'était pas quelque chose à fuir, quelque chose qui la viderait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était quelque chose vers quoi courir. Parce que se soucier, le vrai souci, le genre qui coûte quelque chose et exige tout, ne nous rend pas plus petits. Il nous rend plus pleinement humains, plus pleinement nous-mêmes. Ce n'était pas une histoire de sauvetage, bien qu'un sauvetage ait eu lieu. Ce n'était pas une histoire d'héroïsme, bien que du courage ait été montré. Ce n'était même pas une histoire de survie, bien que. Tous les 3 aient survécu à des choses qui auraient pu les détruire.
C'était une histoire de 3 personnes apprenant la même vérité, chacune à sa manière. Nous ne sommes pas censés porter notre solitude seule. Nous ne sommes pas faits pour l'isolement, peu importe à quel point cela semble sûr. Nous avons besoin les uns des autres, non pas d'une manière abstraite et théorique, mais dans la réalité concrète des repas partagés et des conversations difficiles et du fait de se présenter même quand c'est inconfortable. Nous avons besoin d'être vus, d'être connus, de compter pour quelqu'un au-delà de ce que nous pouvons produire ou accomplir ou fournir. Et parfois, quand nous sommes assez courageux pour frapper à la porte d'un inconnu à 2 heures du matin, brisés et désespérés et complètement à court d'options, nous trouvons exactement ce que nous cherchions depuis toujours. Si vous croyez au pouvoir des secondes chances, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque histoire que nous racontons parle de personnes réelles, choisissant le courage plutôt que le confort, l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la solitude sur des murs qui ne protègent un rien, mais éloignent tout. Et si vous pensez que les murs construits pendant des années peuvent être abattus en un instant, si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour tendre la main, jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort, jamais trop tard pour choisir différemment, laissez un commentaire. La famille trouve un moyen. Au Hana du monde, les héros silencieux qui ouvrent leurs portes à 2 heures du matin quand quelqu'un a désespérément besoin d'aide. Cette histoire est pour vous. Vous êtes vus. Vous comptez. Votre compassion change des vies d'une manière que vous ne connaîtrez jamais pleinement. Ô Léna qui continue d'essayer même quand ça fait mal, qui répètent des conversations dans leur voiture et prennent des covoiturages à travers les cols de montagne, espérant que cette fois sera différente. Continuez. Continuez à tendre la main. La connexion que vous cherchez est possible. Au père apprenant que le devoir envers la famille passe avant tout, que la présence compte plus que le prestige, que se montrer est la forme la plus vraie de service. Il n'est jamais trop tard. Les murs peuvent tomber. La distance peut être comblée. Choisissez aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, que la solitude n'a pas à être permanente, que la connexion est toujours possible, même quand elle semble impossible, surtout alors. La semaine prochaine, nous raconterons l'histoire d'un pompier qui s'est précipité dans un bâtiment en feu pour sauver un enfant, seulement pour découvrir que cet enfant était la fille dont il ignorait l'existence. Une histoire sur l'identité, le sacrifice et ce que signifie être père quand on ne savait pas qu'on l'était. Vous ne voudrez pas la manquer. Jusque-là, souvenez-vous de ceci. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Les secondes chances sont réelles, et parfois les gens que nous sauvons finissent par nous sauver aussi. Les murs peuvent tomber. La distance peut être comblée. Tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un d'assez courageux